Chers amis, bonjour. Dans le cadre des entretiens réguliers de Liberté Politique, j'ai la très grande joie d'accueillir Éric Denessé. Bonjour. Bonjour Éric, qui est le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Ce centre de recherche vient de publier un livre tout à fait exceptionnel qui, je crois qu'il faut absolument le lire si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde islamique. Et ce livre s'intitule « La menace mondiale de l'idéologie wahhabite ». Donc c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui est écrit par un certain nombre de grands spécialistes, notamment du wahhabisme, mais en gros de l'islamisme et de la conquête du monde par l'islamisme. Donc c'est un livre extrêmement important qui donne des clés de compréhension tout à fait extraordinaires et notamment en axant énormément l'analyse sur toute la problématique financière qui est évidemment au cœur de toute cette menace mondiale qui effectivement se répand à vive allure et qui est sous-tendue évidemment par des ressources financières considérables. Éric Denessé, quel est l'élément déclencheur qui vous a amené à écrire ce livre en ce moment, si je puis dire? Alors, l'élément déclencheur, c'est que nous travaillons depuis 2011 sur les soi-disant printemps arabes. Il y a eu effectivement un mouvement de fond dans tout le monde arabe à partir de 2011, mais partout, on s'est aperçu que les mouvements populaires ont été immédiatement repris en main et détournés par l'extrémisme radical musulman, qu'il s'agit des frères musulmans ou des wahhabites, et ça nous a permis de déceler, à l'occasion de toutes ces pseudo-révolutions, le rôle extrêmement nocif des frères musulmans, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Et vu que nous sommes dans une situation où trop souvent les médias français s'inscrivent dans les mêmes logiques que les médias mainstream anglo-saxons et nous servent la soupe qui est une soupe anglo-américaine, nous avons tenu à corriger une partie de la réalité en expliquant que finalement aujourd'hui ce que nous vivions à travers le terrorisme, à travers l'islamisme radical dans nos banlieues, à travers l'islamisme radical dans nos entreprises, venait d'une seule et unique idéologie qui est celle du wahhabisme, qui est une forme minoritaire de l'islam sunnite et qui, parce qu'elle est financée en grande partie par l'Arabie saoudite et en grande partie par le Qatar, est en train d'irriguer tout le monde dans lequel on vit. Et c'est cette idéologie-là qui est à la base de finalement tous les troubles et tous les problèmes que nous connaissons. Oui, alors ce qui est fascinant dans votre livre, et vous le mettez parfaitement en exergue, on s'aperçoit finalement que l'Arabie saoudite et le Qatar, qui mènent finalement un combat complètement identique, axé sur le wahhabisme et notamment l'idéologie des frères musulmans, est en train de conquérir le monde. Comment est-ce possible ? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est notre passivité. Si nous ne nous laissions pas conquérir, entre guillemets, jamais ces idéologies ne progresseraient. Donc le fait que nous ayons des bonnes relations diplomatiques avec des États qui exportent cet islamisme radical fait qu'on les laisse librement financer nos banlieues, on les laisse librement financer nos mosquées. On ne dit rien quand ils soutiennent des groupes terroristes en Syrie, en Libye, en Égypte ou ailleurs. Et on ne dit rien non plus lorsqu'ils se livrent à des investissements majeurs dans notre économie. Et finalement, moi qui ai connu la guerre froide, nous disions pendant la guerre froide, ce qui était la phrase de Lénine, d'ailleurs on vendra aux capitalistes la corde avec laquelle on les pendra, ce qui n'a, Dieu merci, pas eu lieu, mais c'est exactement ce que sont en train de faire aujourd'hui les Saoudiens et les Qataris, parce qu'en achetant des soutiens politiques, en achetant des amitiés, en achetant parfois par la corruption un certain nombre de nos élites, eh bien, ils acquièrent le droit de diffuser leur idéologie partout dans nos pays. Donc, nous voulions nous élever contre cela, donc à la fois dénoncer les responsables de cette prolifération idéologique islamique, mais aussi dénoncer en partie nos élites qui en sont les complices. Oui, c'est ça. Alors d'ailleurs, je me permets de signaler, j'ai personnellement publié un livre qui s'appelle Chronique de l'islamisation ordinaire de la France, et en fait les deux livres se complètent extraordinairement bien parce que effectivement le livre que j'ai publié décrit par le menu cette islamisation de la France qui prend des proportions extraordinaires, qui risque de faire que nous serons probablement dans une trentaine d'années, si on ne réagit pas, République islamique de France, ce qui n'est quand même pas très très sympathique. Donc vous expliquez vous à grande échelle toute la mécanique de cette prise de pouvoir du monde occidental, et c'est tout à fait fascinant et je reconnais horriblement inquiétant. Alors vous faites un zoom sur l'Arabie saoudite et le Qatar. Il y a quelques mouvements assez sérieux d'ailleurs actuellement en Iran, des troubles assez sérieux. Donc là l'Iran est le grand ennemi de l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous les choses actuellement ? Écoutez, quel que soit celui des critères de droits de l'homme que nous prenions, si on essaie de comparer l'Arabie saoudite et l'Iran,
dans les deux cas, deux pays islamisés, deux pays qui ne partagent pas nos valeurs. Eh bien, force est de constater que l'Iran est à peu près, même systématiquement sur tous les critères, en avance sur l'Arabie saoudite, que ce soit le droit des femmes, le droit des autres religions que l'islam, le droit des minorités, les sunnites notamment en Iran, le droit des étrangers. Vous êtes résident dans le pays. La capacité de rapatrier des fonds, sur tous ces points-là, l'Iran est un pays qui est, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, infiniment plus démocratique, on va dire moins antidémocratique que l'Arabie saoudite. Et ce qui est très grave, c'est que nos médias véhiculent une image inverse. Parce que nous avons eu des différends par le passé en Iran, parce que les Américains veulent absolument avoir la peau de Téhéran, nous noircissons à l'envi un pays qui, certes, n'est pas une démocratie à l'occidentale, mais présente de toute façon des garanties, une culture, un sérieux infiniment supérieur au royaume saoudien et bien sûr à l'émirat du Qatar. C'est ça. Les chiites, pour vous, n'ont pas aujourd'hui cette espèce de volonté systématique de conquérir le monde. Pour vous, ils sont... Parce que l'Arabie saoudite le proclame partout, les frères musulmans le disent tout le temps, tous les leaders musulmans du monde occidental disent de toutes les façons, nous prendrons le pouvoir dans le monde occidental qui deviendra un monde islamique. Les chiites n'ont pas ce langage? Non, les chiites n'ont pas ce langage. Ils cherchent d'abord à se protéger. Ils ont un complexe d'encerclement qui est loin d'être infondé d'ailleurs vis-à-vis des sunnites. Ce qui est intéressant dans le chiisme, c'est que c'est une religion dans laquelle le clergé joue un rôle énorme. Donc ça veut dire que les risques de dérive qui ont pu donner naissance à Al-Qaïda, à Daesh, sont assez faiblement présents dans le chiisme. C'est tout le système qui peut dériver, comme ça a été le cas avec la révolution islamique, qui malgré tout était une vraie révolution populaire, même si on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, le chiisme n'est pas dans une phase d'expansion. Que les Iraniens aient cherché à contrer l'influence américaine et l'influence du terrorisme et l'influence de l'Arabie saoudite sur l'ensemble des pays voisins, que ce soit l'Afghanistan, les pays du Golfe, la Syrie et l'Irak, c'est presque légitime. Quand on est menacé, il faut se défendre. Et on nous présente les choses à l'inverse en disant qu'il y a une expansion iranienne aujourd'hui, alors que c'est en réalité une réaction à cette menace que font peser l'Arabie saoudite et les États-Unis sur leurs frontières. Oui, c'est ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'axe, entre guillemets, Poutine-Iran est un axe quand même solide qui peut tenir le choc, ou est-ce que finalement, parce que j'imagine que les Américains quand même mettent un peu d'huile sur le feu concernant l'Iran, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc de notaire pour le savoir, est-ce que ça peut tenir? Quel est le scénario probable pour vous dans les mois qui viennent Écoutez, ma crainte principale aujourd'hui, c'est la fuite en avant de la politique étrangère américaine. Les Américains sont bloqués aujourd'hui au niveau budgétaire au Congrès, où effectivement la majorité d'opposants à Trump, qu'ils soient républicains ou démocrates, tente de bloquer la totalité de ses budgets pour lui enlever toute marge de manœuvre. Et on va se retrouver en situation où les Américains doivent moderniser impérativement l'armée de l'air, leur dissuasion nucléaire, leur armée de terre, leur marine, et ils ne laissent pas d'autre choix au Pentagone et au président Trump en ce moment que de déclencher une guerre à l'image de celle de 2003, parce que dès qu'il y aurait un conflit, des lignes budgétaires exceptionnelles peuvent être décrétées par le président sans passer par l'aval du Congrès. Donc c'est la menace principale aujourd'hui, les problèmes de politique intérieure et la manière dont tout l'establishment tente d'avoir la peau de Donald Trump peut entraîner une situation conflictuelle paroxystique quelque part en Iran ou en Corée du Nord. Ce lien entre la Russie et l'Iran donc est quand même un petit peu ténu en réalité, parce qu'aujourd'hui la puissance russe est quand même infiniment inférieure à la puissance américaine en termes militaires. Ça veut donc dire qu'il y a quand même de grands risques de troubles majeurs dans toute cette région du Moyen-Orient. C'est la vraie interrogation aujourd'hui. Effectivement, nous savons que les Américains sont prêts à faire quelque chose. On ne sait pas exactement où ni quand. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'alliance de revers entre la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie, qui pourtant est un pays de moins en moins respectable, a réussi à intégrer ce front. Je pense que ça pourrait empêcher certaines dérives importantes, mais ça n'empêchera pas, à mon avis, des conflagrations comme les Américains le souhaitent pour l'instant pour résoudre leurs problèmes internes.
Concernant le redoutable jeune prince héritier d'Arabie Saoudite, qui manifestement maintenant non seulement est sous les feux des projecteurs mondiaux, mais manifestement est adulé en Occident comme quelqu'un qui va libéraliser tout ça, il va changer complètement la donne. Qu'en pensez-vous? Alors pour moi, c'est de la poudre aux yeux, c'est du mensonge éhonté. Nous sommes là en présence d'un homme qui est extrêmement autoritaire, qui aspirait à prendre le pouvoir, qui a fait un véritable coup d'État en Arabie Saoudite, non pas avec la bénédiction des Américains, mais à la demande des Américains. Souvenez-vous ce que disait Donald Trump pendant sa campagne électorale. Il disait pique-pendre des Saoudiens, et d'ailleurs à juste titre. Et finalement, lorsqu'il a fait ce voyage en mai 2016 à Riyad, il y a eu une grande cérémonie. Il n'a ni plus ni moins pris Salman par la main en lui disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Et si vous ne faites pas de ça, on ne vous soutiendra pas. Donc la totalité des réformes qui ont eu lieu se sont faites sous impulsion et sous contrôle américain, puisque l'un des fils de Trump passe quasiment tout son temps là-bas. Les Américains ont signé des contrats phénoménaux avec les Saoudiens, ce qui fait qu'une partie de la modernisation du réarmement américain se fait par l'Arabie Saoudite. Et donc on est là sur un État qui est plus que jamais un État satellite. Mais ça veut dire aussi que dans l'expansion de l'idéologie wahhabite à laquelle se livre l'Arabie Saoudite, il y a un blanc-seing total de la part de Washington, parce que finalement ça rend possible sa domination stratégique, ça déstabilise un petit peu l'Europe, et donc nos amis américains n'ont aucun état d'âme. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'ils ont directement créé le terrorisme auquel nous sommes confrontés. C'est une vision qui est souvent avancée et qui n'a pas de fondement. Par contre, qu'ils continuent à l'encourager et qu'ils l'exploitent, ça ne fait aucun doute. Et dans ce cadre-là, l'élection de Trump, pour vous, c'est finalement une sorte de continuité telle que vous le décrivez. Il n'y a pas de révolution Trump sur tous ces sujets-là, finalement. Écoutez, pour l'instant, moi je suis un peu prudent. Pourquoi? Parce que l'élection de Trump, à mon sens, a un avantage énorme. Elle remet en cause l'establishment américain. Alors, l'homme est très critiquable sur bien des points de vue, mais il est en train de faire sauter le système américain. Et du coup, c'est pour ça que s'est créé contre lui un véritable front réunissant des républicains et des démocrates pour avoir sa peau. On observe toute une série d'attaques contre lui qui n'ont pas de fondement. Le fait qu'il ait travaillé avec les Russes, le fait qu'il se soit livré, que les gens de son entourage soient livrés de l'espionnage, c'est du montage total qui est à chaque fois prouvé en disant qu'il y avait pour l'instant aucune poursuite en justice n'est allée au bout parce que rien ne tient. Mais on a vraiment une politique aujourd'hui des grandes familles américaines, des milieux politiques qui tiennent les rênes de ce pays depuis 2 siècles, qui essaient d'écarter cet outsider. La Syrie a l'air de se stabiliser. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé en 2017 et comment voyez-vous là également la suite? Écoutez, d'abord, Bachar a gagné. En tout cas, le régime de Damas a réussi à stabiliser le pays. C'est une excellente chose et on doit vraiment s'en féliciter, à la fois pour les populations locales et pour la stabilité de la région. Je trouve tout à fait scandaleux que l'État français ait soutenu l'opposition à Bachar, c'est-à-dire que nous avons au sens propre soutenu des terroristes, soutenu des djihadistes, des gens qui se font les avocats de l'islam le plus radical, après avoir noirci à l'envi le parcours de Bachar al-Assad, qui est loin d'être un dictateur aussi sanguinaire que les médias cherchent à le présenter. Je rentre d'Alep il y a quelques semaines et je peux vous dire que ce qui est décrit est faux, c'est-à-dire que les 3/4 de la ville n'ont pas été touchés. Il en est pareil à Damas où tout fonctionne très bien et les populations, dont beaucoup sont très francophiles, viennent vers nous en nous disant mais comment avez-vous pu soutenir des opposants, des barbus, des Tchétchènes qui sont venus dans nos villes, dans nos campagnes et qui se sont livrés à des massacres absolument scandaleux. Donc le pays n'a jamais été aussi déstabilisé que les médias ont bien voulu le faire croire. Les gens allaient passer leurs vacances à Latakia, à Tartous, en bord de plage, même au pire moment. Et grâce à l'intervention russe, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, le facteur stabilisant, le facteur positif dans ce conflit, c'est l'intervention de la Russie. Le pays est sorti d'affaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des poches sporadiques de combat encore pendant quelques semaines, mais ce sont vraiment les derniers résidus. Et encore faut-il rappeler que les Russes sont intervenus 6 mois après que les Américains aient pénétré illégalement sur le territoire syrien, en partie pour se livrer à des combats contre Daesh, mais aussi pour ravitailler l'opposition armée djihadiste à Bachar al-Assad. Donc l'intervention de la Russie a joué un rôle extrêmement positif. Et donc vous estimez maintenant que grosso modo le conflit est pacifié,
que le pays retrouve, j'allais dire, des couleurs un petit peu normales? Oui, on peut même dire qu'on commence à réfléchir à la reconstruction. Alors malheureusement, il est à craindre que les entreprises françaises n'aient pas beaucoup de marché vu la position politique qui a été celle de nos gouvernements successifs. Malgré tout, nous commençons à voir comment nous pouvons renouer des liens avec le régime de Bagdad pour ouvrir les portes de certaines activités économiques. Il reste des zones dans lesquelles le régime ne va pas. Parce qu'il veut, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas un régime belliciste autant qu'il y paraît. Il cherche à préserver les vies humaines, il cherche à préserver les infrastructures, donc il ne se livre pas à des opérations violentes, systématiques dans toutes les poches qui restent à reconquérir, mais 99% du pays utile est sous le contrôle du régime de Damas. Le reste, ce sont des zones désertiques ou des zones kurdes sur lesquelles il n'avait pas toujours d'ailleurs lui-même un grand contrôle avant. Je pense que les choses vont dans les 2 ans qui viennent progressivement rentrer dans l'ordre, sauf nouvelle ingérence extérieure qui pourrait être liée à un conflit en lieu en Iran ou ailleurs, qui pourrait déstabiliser le pays. Et qui pour vous est possible? Écoutez, on est pour l'instant sur un vrai brasero avec des possibilités d'explosion venant de plusieurs endroits, bien sûr de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, mais aussi de la politique israélienne, pour une raison simple, c'est que le Hezbollah, qui a joué un rôle très actif dans le soutien au régime et donc dans la lutte contre les djihadistes, étant le pire ennemi d'Israël, les Israéliens ayant assisté à cette montée en puissance de leur adversaire pourraient tenter de mener une opération de nouveau contre ce mouvement. Pour conclure, je voudrais revenir sur votre excellent livre « La menace mondiale de l'idéologie wahhabite », donc qui est édité par VA. C'est quoi cette origine finalement de l'Arabie Saoudite autour du wahhabisme? Que trouve-t-on précisément dans votre livre de façon extrêmement synthétique? Alors, pour être clair, d'où vient cette idéologie et comment est-ce qu'on peut expliquer, je crois qu'il faut employer les mots, la bêtise qui caractérise cette idéologie. D'abord, le wahhabisme est une branche minoritaire du sunnisme. Le sunnisme représente 90% de l'islam mondial. Le wahhabisme en représente à peine 10%. Donc nous sommes aujourd'hui embêtés par une idéologie minoritaire au sein du monde islamique. C'est une idéologie qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle et qui voudrait que finalement tous les musulmans revivent comme à l'époque du prophète au 7e siècle, y compris dans les tenues vestimentaires, y compris dans les façons de son comportement au quotidien. Donc c'est une idéologie archaïque, misogyne, raciste, totalement étroite d'esprit, qui est un véritable danger pour l'ensemble du monde musulman d'abord, mais bien sûr pour le monde occidental dans un deuxième temps. Alors tant que cette idéologie a été virulente dès sa création, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 phases d'expansion du wahhabisme. La première, finalement au moment où Napoléon débarque en Égypte et qu'un certain nombre d'opérations contre l'Empire ottoman ont lieu, les wahhabites qui sont en Arabie Saoudite essaient de profiter de l'aubaine pour prendre des positions et commencent à faire eux-mêmes des massacres, à s'en prendre aux chiites, aux autres composantes de l'islam sunnite. Il y a une deuxième période pendant la Première Guerre mondiale avec Laurence d'Arabie, puis la troisième période date de la fin des années 90. C'est aujourd'hui beaucoup plus dangereux qu'auparavant parce que depuis 1932, l'Arabie Saoudite étant un État indépendant et ayant trouvé le pétrole quelques décennies plus tard, elle a des moyens phénoménaux pour répandre partout dans le monde cette idéologie sectaire et nocive et financer des mosquées, des étudiants, des grands projets. Et finalement, les gens y viennent parce que, vu l'état de pauvreté qui existe dans le monde arabe, eh bien, dès que l'argent arrive, il est bienvenu. Et petit à petit, si les premiers arrivent pour des questions pécuniaires et par intérêt personnel, très rapidement, ils arrivent à former, à faire du véritable lavage de cerveau et à avoir mis en place des individus qui sont dans la radicalité la plus absurde et bien sûr la plus dangereuse parce qu'il n'existe pas un mouvement terroriste musulman aujourd'hui qui ne soit pas, qui n'ait pas été ou qui ne soit pas en lien direct avec l'idéologie wahhabite. Donc on est sur vraiment des petites minorités. Comment le monde occidental notamment peut-il à ce point se soumettre? Alors, je comprends bien qu'il y a des histoires de gros sous, de contrats, d'armement, de contrats X ou Y, mais c'est quand même extraordinaire. Comment expliquez-vous cette soumission ahurissante du monde occidental qui est en train, purement et simplement, de creuser sa tombe? Alors, moi je n'emploierais pas le mot soumission, il y a une forte perméabilité qui est réelle. Je pense qu'elle est liée à 2 choses. Il y a un grand dynamisme du monde arabo-musulman en ce moment. Ce grand dynamisme est soutenu par des fonds. Cette expansion intervient à un moment donné où notre monde occidental connaît lui-même un certain nombre de crises de valeurs, de réflexion, de recherche du sens. Et donc, la force des uns rencontre la fragilité des autres. Donc, tout ça explique les succès qui sont emportés. Maintenant,
Moi qui ai connu la guerre froide en tant qu'officier d'enseignement, je fais quand même un parallèle. Pendant la guerre froide, nous vivions chaque jour en comptant le nombre de missiles, de divisions blindées, d'avions, de chars soviétiques qui pouvaient envahir la France, et on se disait, ils mettront 10 jours pour arriver à Brest et à Toulon, et ça n'a pas eu lieu. Je crois qu'on est dans la même logique avec cette menace musulmane. Elle est réelle, on ne doit pas baisser les bras. Mais il peut aussi qu'elle se dilue totalement dans les années qui viennent. Donc, d'un côté, je pense qu'il faut immédiatement la dénoncer et être extrêmement actif pour la limiter autant que l'on peut, sans aller à l'extrême de dire peut-être que nous arriverons dans 50 ans à un grand remplacement. Parce que je pense que si nous faisons le minimum tout de suite, nous éviterons que ces choses-là adviennent. Et je crois qu'on est dans un phénomène assez similaire à la guerre froide. Il y a une menace qui est réelle, qui pourrait être terrible, mais finalement qui pourrait aussi ne pas advenir totalement. Mais cette dilution, si elle avait lieu, elle se passerait comment très concrètement ? Comment est-ce que, dans vos scénarios, ce serait une dilution sous quelle forme? Je vous avoue qu'on ne fait pas de prospective sur ce sujet-là. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le quotidien. Et au quotidien, nous ne faisons pas assez aujourd'hui. C'est absolument indéniable. Parce que je crois qu'il n'y a pas tant de choses à faire que cela pour appliquer les lois de la République et enrayer des phénomènes qui sont encore à peu près gérables, même si on aurait dû le faire déjà il y a une vingtaine d'années. Éric Denessé, un très grand merci pour cet entretien. Je conseille de se précipiter pour acheter le livre « La menace mondiale de l'idéologie wahhabite » qui est donc édité par VA. C'est un livre franchement d'exception parce qu'il donne des coups de projecteur extraordinairement intelligents, très étudiés, très analytiques sur, grosso modo, tous les problèmes que pose effectivement ce duo redoutable constitué par l'Arabie Saoudite et le Qatar, et qui d'ailleurs dans une espèce de je dirais dans une espèce d'indifférence occidentale est en train de phagocyter complètement notre monde occidental. Voilà, donc s'il y a des livres à lire, ce ne sont pas des romans de plage, ce sont des livres de ce genre qui véritablement ouvrent les yeux et les esprits et permettent de s'armer pour effectivement résister autant que nous le pouvons pour que le monde occidental reste ce qu'il est. Donc un très grand merci en tous les cas pour cet entretien, et je souhaite beaucoup de succès au Centre français de recherche et de renseignement, et on aura sûrement l'occasion de vous réinviter et de vous interviewer. Merci à vous. Voilà, merci Éric Denessé.